La question essentielle, c'est de savoir est-ce que les taxes vont servir à quelque chose. Vous avez cité Winston Churchill, donc je vais faire de même. Winston Churchill disait que le capitalisme, le vice inhérent du capitalisme, était l'inégale répartition des richesses. Le vice inhérent du socialisme, c'est l'égale répartition de la misère. Et donc la difficulté qu'on a dans le modèle français, c'est que même si vous avez des taxes... J'espère que vous avez une citation de Churchill ici. Vous avez des taxes qui sont records, des dépenses publiques qui sont records. Est-ce que c'est pour autant que l'État français va mieux? Est-ce que c'est pour autant qu'il y ait moins de pauvres? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que notamment depuis les années 80 ou même depuis les années 70, c'est ce qu'on appelle les deux chocs pétroliers, les dépenses publiques par habitant ont augmenté en France. On atteint désormais 65% de dépenses publiques et malgré tout, on atteint également la même année le nombre record de pauvres. Donc la même année, vous avez le record de dépenses publiques, vous avez un nombre de records qui est de plus en plus conséquent. La crise des Gilets jaunes a montré que vous avez de moins en moins de services publics. Est-ce que c'est pour autant le modèle qu'on veut? Et donc du coup, il faut chercher à taxer ou est-ce qu'il faut changer un nouveau modèle? Quand vous dites justement que Total fait pas mal de bénéfices, mais est-ce que pas mal. Ils en font beaucoup, mais c'est un secteur qui est très concurrentiel. Et en plus, c'est un secteur qui est en pleine mutation. C'est-à-dire que sur le secteur énergétique, Total va devoir investir. Moi, ce qui me pose question sur les grandes entreprises comme Total... qui s'appelle plus Total d'ailleurs, Total Énergie. Total Énergie, c'est est-ce que Total va réussir à faire sa mutation pour investir dans les nouvelles énergies, notamment qui sont très concurrentielles et qui vont permettre d'apporter un bien commun à la France, notamment d'être leader de la transition énergétique. Ça, c'est le premier. Hydrogène et toutes les énergies renouvelables. Tout à fait. Et sur la deuxième question sur comment on fait pour baisser le prix de l'essence, je pense que c'est l'État qui est responsable. Parce que Total a enregistré des bénéfices qui sont records, mais l'État français et les collectivités territoriales ont enregistré également des taxes qui étaient records sur ces questions énergétiques. Et quand on regarde la taxe environnementale, parce que la taxe sur l'énergie est justifiée par une taxe environnementale, est-ce que la France a bien dépensé son produit de taxe environnementale? Quand on regarde le produit des éoliennes, est-ce que les éoliennes permettent aux Français d'être certains de passer l'hiver et d'avoir assez d'énergie à la fin de l'année? Est-ce que ça nous permet d'être autosuffisants en termes de gaz, en énergie fossile, etc. Actuellement, non. Donc je pense que l'État français doit mieux gérer son argent, soit le rendre aux Français pour relancer la consommation et le pouvoir d'achat, soit l'investir plus justement pour que la France devienne une puissance souveraine énergétique. Patrick Bonin, avec la situation sur les marchés, c'est une inquiétude liée à la contexte international. Je ne vais pas faire un cours d'économie. Mais non, mais vous êtes très calé, alors j'en profite. Il y a une part, c'est que Total... même s'ils font beaucoup de bénéfices, c'est parce qu'ils avaient acheté du pétrole avant et donc du coup ils provisionnent le stock et notamment avec le prix qui est en cours et donc du coup ça augmente leur valeur comme ça. C'est comme ça qu'ils augmentent une grande partie de leurs bénéfices. La deuxième question, c'est aussi l'augmentation de la taxe parce qu'en fait depuis François Hollande et notamment Ségolène Royal, on a mis en place l'augmentation et donc le prix moyen de l'énergie et donc du coup on a augmenté petit à petit les taxes et puis surtout les collectivités territoriales ont fait augmenter ce qu'on appelle la TICPE, donc taxe intérieure sur les produits pétroliers. Et c'est cette taxe là en fait qui est très importante. Et il faut même oublier qu'en fait on a une TVA sur la TICPE. Et donc, du coup, on a un genrement de taxe qui représente 70%. Et donc, cette augmentation de taxes continue pour faire continuer les dépenses publiques et notamment pour faire tourner les collectivités locales parce qu'elles ont embauché à gogo depuis le début des années 2000, a conduit à cette augmentation-là. Et je pense que si par cas on ne revient pas sur un changement de modèle, on ment aux Français terriblement. On va leur dire, en augmentant les taxes, en augmentant les dépenses publiques, vous allez devenir plus riches. Mais les Français comprennent petit à petit, et c'est pour ça qu'ils sont partis manifester en 2018, que plus on augmente les dépenses publiques, plus on augmente les impôts, c'est toujours les mêmes qui paient. Et au final, ils auront des services publics de moins bonne qualité et surtout, ils s'approvisent avec le temps. J'ai un chiffre à donner notamment en termes de comparaison. Dans les années 70, en termes de PIB par habitant, la France gagnait autant par habitant que l'Allemagne ou les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis gagnent 2 fois plus que nous. Qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans ? Même en comparaison avec la Suisse aussi, au passage. Dites-nous, William, continuez. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'avoir un modèle industriel productiviste, on est passé sur un modèle consommation et on a abandonné notre partie industrielle. Et surtout, la logique la plus importante, c'est que dans les années 80, on a eu le pire président de l'histoire de la Ve République, qui était François Mitterrand, qui a introduit ce qu'on appelle l'excès de socialisme. En France, on dit à chaque fois, oui, il y a un excès de néolibéralisme. Mais non, c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'on a un excès de socialisme parce qu'on a changé de logique. On est passé aux 35 heures, on arrête de produire, on arrête de travailler. Et en arrêtant de produire, en arrêtant de travailler, on a fait en sorte que les Français, comme le disait Churchill, certes, ils ne sont pas sur une égale répartition de la richesse, mais sur une égale répartition de la misère. Oui, mais Renaud, la situation est quand même particulièrement inquiétante. Et aussi du point de vue politique et diplomatique pour la solidarité européenne, on voit certains pays dire « Attendez, la Grèce notamment, le Portugal, l'Espagne, on a fait des efforts, on a fait une transition énergétique, on a fait un vrai mix énergétique avec des énergies renouvelables. Vous avez d'autres pays à contre-courant, et notamment la Hongrie de Viktor Orbán qui dit oh, la Russie ça nous va très bien et on aime bien ce gaz et il va continuer, M. Poutine, à nous en fournir. L'Europe tremble. La difficulté, pas que de froid. La difficulté de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas une stratégie claire dans la mesure où elle est composée d'États membres avec des intérêts qui sont
très divergents entre le nord et le sud et entre l'ouest et l'est. Et cela est marqué notamment sur la question énergétique entre la France et l'Allemagne. Parce que même si on parle de couple franco-allemand, c'est plutôt un couple qui est de plus en plus divergent, de mesure où on a des intérêts qui sont de plus en plus contradictoires. On l'a vu sur la question de la taxonomie, où l'Allemagne a tout fait avec les pays du Nord pour lutter contre nous, notamment sur la question de la centrale nucléaire. Moi, je pense que ce qui se joue sur la question énergétique, c'est de savoir qui sera le principal pays européen, notamment à fournir le reste des pays. Je pense que la France, si elle relance efficacement son programme de centrale nucléaire, est en capacité de fournir dans les années à venir une énergie décarbonée à tous les autres pays européens. Mais seulement l'Allemagne n'en veut pas, parce que ça veut dire que tous les autres pays seraient dépendants de la France. Ah oui. Et ce qui se joue à la fois, c'est une question de lutte d'influence. L'Allemagne, on a un avantage dessus, c'est que si par cas ils n'ont pas assez de gaz, quasiment la moitié de leur industrie n'est pas en état de tourner. Donc je pense qu'effectivement, il faudra être solidaire, mais plutôt que d'être des euro-BA classiques comme ce que la France a été depuis le traité de Maastricht, il faut jouer une question de rapport de force. Oui, on va vous aider, l'Allemagne, mais en échange, vous allez faire passer certains de nos éléments de réforme. Et on jouera exactement comme eux jouent avec nous, parce qu'il y a plein de décisions, notamment sur les questions macroéconomiques, sur les questions bancaires, où l'Allemagne joue contre nous, notamment sur la question des taux d'intérêt, par exemple sur la question de la politique monétaire. Donc oui, on fera un deal avec l'Allemagne, on leur donnera de l'énergie, parce que sinon ils n'ont pas les moyens de tenir, mais en échange, sur plusieurs sujets, ils vont devoir écouter la France, notamment sur la question de l'hydrogène, où Bruno Le Maire avait fait une proposition de projet commun européen et où l'Allemagne a bloqué, sur la question de la politique de concurrence, où l'Allemagne, à plusieurs reprises, sous l'influence allemande, la Commission européenne avait bloqué des projets français de fusion. Donc oui, on les aidera, mais uniquement à nos conditions, parce que la France doit défendre une vision de l'Europe. Oui, on est pour la construction européenne, mais une construction européenne qui est politique et qui décline un projet de grandeur sur le projet de ce qu'avait proposé De Gaulle avec le plan Fouchet, pour que l'Europe s'inspire davantage que de la France, plutôt qu'elle s'inspire davantage de l'Allemagne pour défendre les intérêts français. Il y a une question énergétique, mais aussi une question diplomatique, parce que les principaux fournisseurs en gaz alternatifs en fait, à la Russie, si les États-Unis n'augmentent pas leur production de gaz de schiste, elles ne livrent pas l'augmentation de production de gaz de schiste. Où est-ce que viendra le gaz? Des pays du Maghreb ou des pays du Moyen-Orient? Qui a permis notamment à l'Europe d'avoir des bonnes relations diplomatiques avec ces pays-là? C'est la France. Mais à quel prix? Au prix de notre sang, au prix de nos armées, parce qu'on sommes l'un des seuls pays qui a augmenté notre budget militaire et maintenu un effort militaire, sur lequel les Allemands nous ont attaqués, notamment sur la règle des 3%. Donc moi, c'est pour ça que je disais qu'il y a plein de questions. Qui n'existe plus d'ailleurs. Il y a plus qui sacrifié sur l'autel du Covid. Mais elle reviendra d'une certaine manière. Elle reviendra quasiment bientôt. Mais sur l'ensemble de ces questions, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut faire un accord avec l'Allemagne. Nous vous permettons notamment de sécuriser vos approvisionnements énergétiques. Mais qui notamment sécurise le maintien des régimes, soutenir les régimes militairement et leur vendre des armes? C'est la France. Et donc du coup, si vous voulez qu'on maintienne ce type de relation, il faut laisser la France développer son armée. Mais ce qu'on dit Yves Bourdillon aussi, c'est revenu. William T. Nous, on assiste à une mutation mondiale. Notamment, ce qu'on voit, c'est que les dirigeants qui sont choisis dans le monde entier, pas uniquement en France, répondent à un nouvel impératif. Pendant un long moment, notamment après ce qu'on appelle la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, c'est qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient élues sous un type gouvernement des experts, c'est-à-dire des profils qui étaient plutôt techniques et donc qui géraient les choses de façon technique. Ce qu'on voit notamment dans tous les pays, c'est qu'on est passé sur une nouvelle méthode avec des dirigeants plutôt charismatiques. Vous avez parlé de Xi Jinping, vous avez eu Trump aux États-Unis qui va vraisemblablement revenir en 2024. Au Royaume-Uni, qui va tenter de revenir. Au Royaume-Uni, enfin non, on pense qu'il va gagner, mais au Royaume-Uni, vous avez eu Boris Johnson dernièrement, vous avez eu Erdogan en Turquie, vous avez Vladimir Poutine en Russie, et donc c'est un phénomène qui est mondial, et même en Europe, vous avez des phénomènes comme ça, comme Matteo Salvini, qui a une chance d'être élu Premier ministre ou président du Conseil en Italie. Et donc c'est un phénomène qui est mondial. Mais pourquoi est-ce qu'on a des personnalités comme ça, plutôt que des profils classiques, techniques? Parce qu'en fait, le monde entier vit sur des crises qui sont permanentes. Et donc du coup, le monde est en train de changer, et pour répondre par rapport à ces crises, l'expertise qui faisait sienne, qui était une forme de science auquel vous répondez par rapport à ce que vous savez avant, est différent. C'est-à-dire que pour répondre aux crises, maintenant, vous avez des sentiments qui sont beaucoup plus instinctifs, émotionnels et beaucoup plus politiques. Et cette crise-là, au niveau mondial, se retranscrit au niveau national. Et c'est pas pour ça que cette année-là, du coup, vous avez assisté à un changement de régime, à un changement d'un régime, en droit constitutionnel, on appellerait semi-présidentiel, à un régime parlementaire où désormais, c'est l'Assemblée qui a la main. Et pour que on ait ce type de décision, en fait, c'est normal que les représentants du peuple vivent les mêmes conditions que le peuple au quotidien. Les décisions sont de plus en plus difficiles. Les conditions matérielles au travail sont de plus en plus difficiles aussi pour la majorité des Français. Il y en a peut-être certains qui vivent sous l'époque du télétravail, mais la grande majorité des Français vivent sur des moments qui sont de plus en plus difficiles. Moi, quand je travaillais dans une station-service, on se levait à 5h, on commençait à 6h. Et même, parfois, on terminait à 20h, sans pause. Et parce que de plus en plus de Français sont en train de dire ça. Quand vous rencontrez les Français dits lambda, ou la France d'en bas, et c'est ce qu'a exprimé une partie de la France des Gilets jaunes, au-delà de la question des salaires, il y avait la question des questions matérielles de travail. Et donc, moi, je trouve anormal que des représentants du peuple soient en tel décalage avec le peuple qu'il est censé représenter. Si le peuple a on demande en fait au peuple de travailler plus longtemps, c'est ce qui est demandé par la forme des retraites, de travailler
plus dur, notamment en semaine, pour augmenter le niveau de productivité, il est normal que ceux qui doivent nous représenter s'appliquent ce même type d'effort plutôt que de se... C'est pas que le spectacle dans l'hémicycle, il y a du boulot, il travaille, il ne faut pas faire non plus et tomber dans l'anti-parlementarisme. Non, mais les élus politiques font une mission qui est noble. Le problème, c'est que quand vous avez 2-3 personnes comme ça qui mettent des tweets comme ça, ils dévalorisent toute la fonction. C'est pour ça que je suis dur à leur égard. Le métier politique, c'est un des métiers les plus nobles possibles. Et même, on parle des parlementaires nationaux, mais on ne parle pas des élus locaux qui consacrent tout leur week-end. Notamment, moi, je connais des personnes qui reçoivent des appels à 23h le soir pour gérer des problèmes de voisinage, etc. Les maires et ils le font à des salaires qui sont ridicules, parfois à 300-400 euros. Et on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, je change un peu de sujet, mais dans le palmarès, si on peut s'exprimer ainsi, des professions les plus exposés aux violences, les élus font leur apparition dans ce classement. Oui. À la 10e place, les élus sont soumis à des violences. C'est un métier qui est très difficile et à cause de différentes caricatures, on a cru que le métier de député, c'était uniquement, et ça a été dû au fait, ça a été de façon caricaturale le dernier quinquennat où il suffit juste de lever la main, participer et toucher son chèque à la fin du mois. Il faut casser cette image. Mais je pense qu'il faut casser cette image et moi je pense que le changement de régime est utile à ce niveau-là. Et les Français ont eu raison de mettre une majorité au président de la République, mais sous contrainte. Et ça permet en fait de revenir à l'essence même de la Ve République. Qu'est-ce que l'essence de la Ve République? C'est un président qui est là pour donner un cap et un gouvernement qui est en relation avec le Parlement. Et le Parlement est censé agir comme un contre-pouvoir, en tout cas guider l'action publique. Le Sénat comme opération. On va revenir à De Gaulle, mais vous pensez vraiment que le général De Gaulle avait ça à l'esprit? Je vais aller là-dessus. Sur la question. Non, mais je pense que l'avenir des institutions doit se diriger vers ça. Moi, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire que le Sénat doit agir sur une question de contrôle des politiques publiques et l'Assemblée nationale doit jouer son rôle politique, notamment pour poser la question des responsabilités gouvernementales. Si nous avions ce type d'assemblée dès le début, est-ce qu'on aurait assisté au fiasco du Stade de France et notamment Gérald Darmanin qui dit à la tribune c'est la faute des supporters anglais? Est-ce que sur différentes opérations, sur différents échecs de politique publique, on aurait pu avoir un gouvernement qui jette la question? Est-ce que l'affaire Benalla aurait pu passer le cap de l'Assemblée nationale avec ce type d'assemblée parlementaire? Très honnêtement, je ne suis pas sûr que le Stade de France aurait changé la face des choses. En revanche, par exemple, sur la gestion du Covid, peut-être que cela aurait mérité d'autres débats parlementaires. Je vais aller dessus parce que c'est une question de comparaison. Tous les pays européens fonctionnent sur une question de régime parlementaire. Vous avez vu par exemple que Boris Johnson a été démis de ses fonctions, non pas sur des questions de politique publique, mais à cause de ses frasques. Et différents gouvernements dans n'importe quel pays nordique, quand un ministre commet une faute, il est démissionné automatiquement. Et donc je pense qu'on avance sur un régime qui est non pas d'irresponsabilité, mais de responsabilité, de mesure où vous avez un gouvernement qui gouverne, mais qui est sous l'égide du Parlement, qui contrôle et qui est là pour améliorer l'action publique. Et je pense que c'est très utile et il faut que les députés s'y mettent, parce que s'ils ne sont pas là pour 5 ans, je pense que l'Assemblée sera dans cette configuration pour les 20 années à venir. Et bien sûr, on est un cas à part. Politique qui est particulier pour en sortir renforcé, comme justement De Gaulle en 68. Mais sur la question en fait du quinquennat et sur la question même de l'action politique d'Emmanuel Macron, est-ce qu'en fait, avec ce type de configuration, est-ce qu'il peut faire passer est-ce que ce type de configuration ne permet pas d'améliorer l'action d'Emmanuel Macron? Est-ce que s'il avait gardé son assemblée classique, donc une majorité parlementaire LREM, est-ce qu'on aurait eu éventuellement la retraite à 64 ou 65 ans sans qu'LR le pousse? Est-ce que sur la question du prix de l'essence, on serait arrivé à un compromis à 1,50 alors que Bruno Le Maire avait annoncé au départ une baisse de 18 centimes? Donc je pense que ce type de configuration permet notamment de faire des réformes de façon beaucoup plus forte. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, c'est le prix du compromis. Il fait un compromis au centre-gauche, un compromis au centre-droit. Et en fait, quand il va faire un compromis au centre-gauche ou avec la gauche, ils vont lui demander plus de radicalité sur l'écologie et sur différentes actions. Et quand il fera des compromis avec la droite, ils lui demanderont plus de radicalité sur les réformes économiques, sur la liberté et sur la réforme de l'État. Donc je pense que ça va dans le bon sens parce que la France a besoin de radicalité. On a besoin d'une rupture et d'un changement de paradigme très fort pour rompre avec les 40 années qu'on dû au déclin de dans la limite forcément. Là, évidemment, sur la question-là, les débats étaient quand même... Emmanuel Macron... On a hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être sanglant. Au premier tour, Emmanuel Macron a promis la retraite à 64 ans. Pour attirer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'était quasiment s'il revenait dessus. Alors que là, vous êtes certain qu'avec le groupe LR qui agit en pivot, on aura la retraite à 65 ans et c'est utile pour le pays. On s'en fout que ce soit impopulaire pour Emmanuel Macron. Ce qui est important, c'est de savoir si telle ou telle réforme va être utile pour le pays. Emmanuel Macron n'est pas en état de se représenter. Et donc un groupe comme ça lui permet... C'est pas qu'il n'est pas en état, c'est qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, c'est ça, il n'est pas en état. Et de toute façon, même politiquement, il était... Donc il va être obligé de faire des réformes qui sont plus dures et qui sont nécessaires à la France. Est-ce qu'il va agir sur la question des dépenses publiques? Est-ce que si par cas vous n'aviez pas une majorité, enfin un groupe LR pivot, est-ce qu'il aurait agi sur la question des dépenses publiques, sur la question des impôts, sur la question des déficits publics, sur la question des retraites, sur la question du travail, sur la question de l'assurance chômage? Il n'a pas encore agi. Oui, pour l'instant, il n'a rien fait. C'est ça l'avantage. Il a annoncé des intentions parce que sinon il n'a plus de majorité. Pardon, mais William Tay, vous dites juste sur la dépense publique, c'est le groupe LR qui... s'engager sur un blocage des prix de l'essence. Donc... Oui, mais c'est une baisse de taxes.
C'est une baisse qui est compensée par une baisse des dépenses publiques, normalement. On a vu LR changer d'avis assez facilement. C'est ça. LR, pivot, mais d'ailleurs, c'est assez intéressant. On aurait peut-être dû les sortir, mais le groupe LR, les Républicains est bien sûr celui qui a voté le plus conformément les amendements du gouvernement. Et même, c'est intéressant, même Éric Ciotti, par exemple, qui brigue la présidence de LR, qui est dans une frange un peu plus radicale à droite que certains autres, a voté, je crois, à 70% des amendements du gouvernement. C'est vrai que c'est un changement de paradigme, comme vous le disiez tout à l'heure, cette assemblée, mais en quelque sorte plus efficace, en tout cas on le souhaite, même si Patrick Bonin en doute sur les grands textes. Et effectivement, on peut se demander ce qu'adviendra la réforme des retraites avec ce Parlement. La question suivante, si Emmanuel Macron propose la retraite à 65 ans, est-ce que vous imaginez un député LR voter contre? Non, bien sûr que non. Sauf si le nouveau président du parti indique des... Non, mais ça veut dire que le groupe La République En Marche plus le groupe LR, ça passera. Alors que vous ne l'auriez pas eu lors de la... Qu'est-ce qui avait bloqué, notamment avant la question Covid? C'est la question de l'âge pivot, et notamment du fait qu'Emmanuel Macron... Ce qui avait bloqué, c'est qu'on n'y comprenait rien aussi. Oui, et peur de la rue et peur des syndicats. Ouais. Moi, je pense que l'avantage d'avoir ce groupe parlementaire, et c'est ce qui se passe exactement aux États-Unis. Il faut se dire, souvent on a dit que la France était basculée dans la 4e République. C'est pas vrai. La France est un régime semi-présidentiel qui repose, notamment comme sur les États-Unis, sur un accord de chambre. C'est-à-dire que quand vous avez le président des États-Unis, il n'est pas élu de façon autoritaire, il décide tout seul. Il doit composer avec la Chambre des représentants et le Sénat. Et c'est ce qui se passe en France. Et je pense que ça permet d'améliorer les textes. C'est ça mon point. Après, en social, on annonce souvent le fameux tour social. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon, la première. Je vais vous poser une question contre-pied. Est-ce que la rue ne peut ne pas exister finalement, la contestation dans la rue? Moi, je pense que c'est pas exclu. Ouais. Je pense que c'est pas exclu pour plusieurs raisons. Quand vous prenez les chiffres de mobilisation classiques, c'est-à-dire vous prenez toutes les études comparatives, notamment sur une même réforme. Quand vous aviez la réforme Fillon qui faisait passer notamment de 60 à 62 ans, donc sous le président Sarkozy, vous aviez 2 millions de personnes dans les rues. Quand Emmanuel Macron voulait faire passer avec l'âge pivot 62 à 64, je crois qu'il y en avait 300 000 ou 500 000 en pic, notamment parce qu'il y a une question qui est essentielle, et on l'a vu notamment avec les élections, c'est que les Français se mobilisent plus, même pour participer à un vote. Donc vous êtes pas sûr. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Non, mais vous n'êtes pas sûr, du coup, par conséquent, qu'il y aura une mobilisation dans la rue. Parce qu'on a promis à plusieurs reprises, notamment après le Covid, il y aura un 3e tour social, il y aura un fameux 3e tour social. Mais quand on a vu les réformes d'Emmanuel Macron sur la SNCF, sur la réforme du Code du travail, etc., on a des mobilisations qui sont finalement mineures pour différentes raisons. La première, c'est qu'en fait, on a un changement de paradigme au niveau économique. Et donc, du coup, les Français pensent que les remèdes qui étaient précédents ne sont pas forcément les bons. Et deuxième point, cette fois-ci, c'est que le corps qui doivent les représenter, notamment parce qu'avant ils allaient dans la rue parce qu'ils ne pouvaient pas manifester à l'Assemblée. Aujourd'hui, ils peuvent manifester à l'Assemblée parce qu'ils sont représentés à l'Assemblée. Donc c'est pas sûr qu'ils manifestent pour autant. Je dis pas qu'il n'y aura pas de manifestation, mais elles sont de moins grande ampleur que ce qu'on avait connu par le passé. Mais peut-être avec une théorie si ça ne l'était pas. Alors, c'est une question compliquée, je vais essayer d'y répondre. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet très compliqué. La question essentielle, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut comme politique migratoire. Il faut que la France arrête de subir, mais qu'il faut qu'elle choisisse l'immigration. Pour choisir l'immigration, il faut mettre en place des mécanismes qui sont importants. Sur la question d'admission, en fait, sur le territoire français, nous, ce qu'on propose, c'est que les demandes d'admission en France se fassent non pas sur le territoire français, mais à l'extérieur du territoire français, dans les consulats et dans les ambassades, sauf territoire de guerre, exception. Donc c'est ce qu'on appelle des hotspots? Tout à fait. Des centres de tri, diront les associations? Dans les ambassades. Et donc, en fait, on met des quotas quelque part. En fait, on les met là-bas, comme ça, du coup, on n'a pas besoin de les expulser. Ce qui est très intéressant, ce qui est très utile d'un point de vue opérationnel, parce que vous savez d'un point de vue humanitaire, c'est contesté. Non, mais sauf les territoires en question de guerre. Donc c'est une décision française auquel on décide quels sont les territoires qui sont classés en guerre ou pas. Sur le deuxième point, sur comment on fait pour expulser ceux qui sont déjà en France, il y a une action qui est nécessaire à la fois de l'intérieur, de la justice et une question diplomatique. Donc le ministère de l'Intérieur fait plutôt bien son travail. La justice ralentit parce que nous avons des délais, des procédures qui sont de plus en plus longues, dans la mesure où quelqu'un qui subit une OQTF est susceptible de mettre en place un recours, mettre en place devant un juge référé, etc. Donc ça alourdit la procédure et donc ça retarde. Enfin, les fameux 48 heures peuvent être élargis notamment en différents des recours. Ils peuvent aller dans la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Donc on a des obligations légales auxquelles il faut pouvoir s'extraire. Il faut que la France décide de dire certaines dispositions des traités européens et de la Convention européenne des droits de l'homme, non pas on les quitte, mais on décide de pouvoir renégocier certains de ces traités-là, notamment sur la question de la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous oblige à maintenir certains points. Ben moi, je pense qu'il faut le faire. Et le troisième point, c'est la question diplomatique. Il faut le faire. Il faut être en capacité de le faire. Et c'est quasi impossible. C'est très simple. Il suffit que le président de la République dise « je décide de mettre une clause suspensive sur tel ou tel article ». Et c'est fini. C'est réglé du jour au lendemain. Et on démarre une crise européenne.
Non, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, c'est pas l'Union européenne, c'est différent. D'accord. C'est le Conseil de l'Europe. D'accord. Le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe dans la Convention européenne des droits de l'homme. Ensuite, sur le troisième point, c'est la question diplomatique. Il faut que la France arrête d'être, comme je le disais tout à l'heure avec la question européenne, notamment avec l'Allemagne, d'être eurobéa et de vouloir être plus internationaux que les internationaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité d'imposer un rapport de force avec certains pays, notamment avec 3 pays spécifiques qui sont les 3 pays du Maghreb, Maroc, Tunisie et Algérie. Nous avons 3 traités bilatéraux avec ces pays-là, dont auxquels je crois que 35 à 43% de l'immigration problématique, donc les EQTF, viennent de ces 3 pays-là. Il faut qu'on soit en capacité de leur dire, maintenant, vous avez choisi la décolonisation, nous vous accompagnerons dans la décolonisation, mais nous avons un statut d'égal à égal. Ce type d'accord vous met en position d'infériorité parce que ça veut dire qu'on est toujours au-dessus pour être en capacité de vous aider. Si vous êtes nos égaux, on met en place un nouveau partenariat auquel vous conservez les personnes qui vont aller chez vous. Parce que si vous voulez vous développer... C'est un peu le cas avec le Maroc, William Tay. Oui, non, mais avec le Maroc, c'est bon. Il y a deux autres pays qui sont plus problématiques. Oui, d'accord. Mais... Un spécifique, c'est la question algérienne. Et donc, du coup, il faut dire à ces pays-là, on redéfinit une nouvelle organisation dans la mesure où nous ne sommes plus dans les années 60, nous avons plus... Vous partir sur un nouveau chapitre. Vous avez des atouts, et si vous voulez que votre pays se développe, il faut que les jeunes puissent rester chez vous. Et enfin, avec les autres pays, il faut mettre en place des coercitions diplomatiques. La France est un pays qui est membre du Conseil de sécurité. Nous avons une aide diplomatique et une aide au développement qui est très importante. Et on dira aux pays suivants, si vous voulez continuer à vous développer sous l'égide française et européenne, on met en place un nouveau partenariat. Et par contre, vous reprenez les délinquants et les personnes qui sont victimes d'OQTF chez vous. Sinon, on sera beaucoup plus coercitif sur le plan diplomatique et ça veut dire pouvoir prendre des mesures diplomatiques unilatérales contre eux. Employé, William Tay. Et moi, je pense que ce qui est essentiel et ce que les Français veulent savoir, c'est quelle est la politique migratoire de la France, parce que c'est votre sujet. Quand vous allez aux États-Unis, vous savez quelle est la politique migratoire des États-Unis. Quand vous allez c'est l'exemple du Canada, par exemple. Voilà, au Canada, vous connaissez la politique migratoire du Japon, qui est plutôt sélective. Quand vous regardez la politique migratoire française, elle peut se résumer sous la statistique et la phrase suivante. La France exporte des bacs plus 7 pour apporter des bacs moins 5 qui viennent foutre le bordel. Quand vous regardez les statistiques de l'OCDE, la France est le pays qui importe le plus, notamment donc la part d'immigrés qui a le moins diplômés possible. Et donc ensuite, après, on se pose une question, notamment avec un taux de chômage qui est très important sur les métiers dits sous-qualifiés, que ces personnes n'arrivent pas à s'intégrer parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail, etc. Mais qui a décidé de les faire venir sur le territoire français? Et c'est tous les sujets sur les différentes contraintes. Quand vous regardez la part, vous avez très peu d'immigration sur la question du travail. Ça représente 18-20%. La plupart de l'immigration est liée sur la question du regroupement familial, sur la question des accords bilatéraux avec les pays du Maghreb et sur la question des demandes d'asile. La France a eu l'honneur, et elle doit le garder, d'avoir un devoir d'asile, notamment vis-à-vis des pays qui sont en guerre, parce que ça fait partie de nos principes constitutionnels. Sur les autres sujets, sur la question du regroupement familial, est-ce que la France est obligée de conserver un regroupement familial aussi important pour des personnes qui ont des permis de travail temporaires? Est-ce que la France est obligée de faire venir des personnes, et notamment des civilisations qui sont incompatibles avec sa culture et qui n'est pas en capacité de s'adapter? Je pense que c'est une question essentielle, c'est quelle politique migratoire nous voulons, sinon nous serons victimes à chaque fois des mêmes stigmatisations. Parce que quand vous interrogez les Français, ils vous disent toujours la même chose. C'est pas toutes les immigrations qui sont problématiques, c'est certaines migrations qui sont problématiques. Et justement, est-ce qu'il ne faudrait pas plus, notamment dans les personnes qui viennent, avoir plus de chercheurs, notamment qui viennent d'Inde, ou des personnes qui sont mathématiciens qui viennent de Chine, ou des personnes notamment qui ont certaines compétences spécifiques, des scientifiques, etc. Oui, je pense qu'il faut davantage ça. Il faut établir une nouvelle doctrine qui est la question de l'intérêt national. Est-ce qu'une personne qui vient sur le territoire français répond à l'intérêt national ?